Ça commence bien. Ah ben c'est ça de faire des bilans de lecture trop espacés. Il y a trop de livres après. Trop de livres. Non, c'est faux. On n'a jamais trop de livres. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un bilan lecture. J'ai beaucoup de livres à vous parler depuis le précédent bilan lecture. J'ai en tout 7 lectures. Installez-vous confortablement, cette vidéo risque d'être un petit peu longue. Le premier livre que j'ai lu, alors ça remonte un petit peu puisque c'était pendant le Cold Winter Challenge, donc c'était La fille sans peau de Mads Peder Northvo, donc c'est publié chez Actes Sud et ça c'était vraiment une relique de ma palle puisque ça faisait au moins 2 ou 3 ans que tous les ans je remettais ce livre dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge et à chaque fois je ne le lisais pas. Cette année je me suis dit tu te sors les doigts et tu le lis. Et autant vous dire que j'ai été extrêmement déçue par cette lecture. Pour moi c'était un gros flop. Alors je vais quand même vous parler de l'histoire. On est en 2014 à Nuuk, au Groenland. On va faire la découverte d'un corps d'un viking qui semble extrait de la glace par des scientifiques dans un parfait état de conservation. Donc évidemment une équipe de journalistes et une équipe de scientifiques va être dépêchée sur place pour couvrir cette découverte. Sauf que le lendemain matin, le corps du viking a disparu et le policier qui était censé le surveiller en fait, être en faction, et il est décédé complètement éviscéré à la manière d'un phoque comme ce que font les Inuits. Et en fait ça va rappeler des cold cases, des affaires non élucidées qui s'étaient passées quelques années auparavant au Groenland où des hommes étaient retrouvés complètement éviscérés. Alors du coup il va enquêter pour savoir qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques années en arrière. Alors pourquoi j'ai été déçue par ce livre? Déjà parce que l'écriture était très simple, voire très simpliste. Trop en surface, trop décousu parfois. Ça manquait de profondeur au niveau de la psychologie des personnages, mais aussi au niveau des décors. Moi j'aurais aimé être au Groenland, voir ces paysages, ressentir le froid, avoir ces sensations là, et je n'ai pas du tout retrouvé ça. C'était trop plat, c'était trop en 2 dimensions. J'ai trouvé que les événements aussi s'enchaînaient de manière très rapide, trop rapide peut-être même, et j'ai trouvé aussi que l'auteur ne respectait pas vraiment le contrat de lecture. En tout cas la 4e de couverture nous vend quelque chose qui en fait n'est pas vraiment ce qu'il y a à l'intérieur du bouquin, et du coup ça m'a un petit peu déçue. On nous parle de découvertes scientifiques, d'un truc vraiment extraordinaire avec ce viking qui est conservé dans la glace, et finalement l'auteur part dans une autre direction, il bifurque complètement et il va parler d'une autre thématique. Alors qui est importante certes, mais c'était pas ce que j'attendais moi. Une thématique que je préfère quand même vous prévenir, qui est quand même assez trigger warning, c'est la thématique du viol et de l'inceste sur des petites filles. Quelque chose apparemment qui est assez systémique au Groenland et il essaye de le dénoncer. Donc en soi c'est bien, mais j'étais pas venue lire ça en fait à la base. Donc c'est pour ça que ça m'a déstabilisée et que voilà, il y a une espèce d'acte manqué. Je sais pas si c'est l'auteur ou si c'est l'édition qui appâte le lecteur avec cette thématique du viking retrouvé dans la glace, etc. Alors qu'en fait, c'est pas le sujet du livre finalement. Donc voilà, ça m'a un petit peu déçue. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Au moins, il ne fait plus partie de mes reliques de pile à lire. J'ai ensuite lu, toujours dans le cadre du Cold Winter Challenge, Vertige de Franck Tillier. Donc là, c'est aux éditions Fleuve Noir. Ce qu'il y a de bien avec ce livre, c'est que c'est un one-shot. Et je trouve que pour démarrer dans du Franck Tillier, et des fois on sait plus avec la saga Charcot qui est hyper longue, je pense que lire des one-shots, c'est peut-être un bon pied d'entrée dans Franck Tillier. Et c'est vrai que moi j'en ai lu que 2, hein, donc celui-là et le manuscrit inachevé qui était plutôt pas mal. Là on est dans une grotte, on est à la place de Jonathan, qui va se retrouver piégé dans une grotte, enfin au fin fond d'une grotte glacée, avec 2 autres personnages, 2 autres hommes. Donc on a Michel qui est un gros baraqué un peu bourru, et on a Farid qui est un jeune arabe qui est qui sort de l'adolescence, et tous les 3 ne savent pas ce qu'ils font ici. Il y a le chien aussi de Jonathan qui fait partie de cette expérience, on ne sait pas trop, enfin de ce kidnapping en tout cas. Ils n'ont pas grand chose, ils sont attachés pour la plupart. Michel lui il a un masque de fer et il peut pas s'éloigner des 2 autres sinon
apparemment son masque explose. Ils ont une tente, ils ont quelques ustensiles, mais voilà, ils vont devoir survivre et s'entraider pour ne pas mourir. Et ils ne savent pas pourquoi ni qui les a enfermés, les a drogués, les a attachés ici dans cette grotte et où il fait très froid et il va falloir survivre. Et donc ils vont essayer de comprendre. Évidemment, plus le temps passe, plus ils s'épuisent, plus ils ont faim. On est vraiment sur cette thématique de l'enfermement, du huis clos avec ces jeux psychologiques. Donc c'est une ambiance qui est très sombre, qui est très pesante, qui est presque étouffante. Moi j'ai beaucoup aimé. Alors on est quand même sur quelque chose d'assez brutal, presque primitif. On va vraiment dans quelque chose de très animal, j'ai envie de dire. Très testostéroné aussi, puisqu'on est avec 3 hommes qui parfois peuvent s'énerver, où il y a de la violence, etc. Mais j'ai beaucoup aimé cette lecture. Alors c'était pas une lecture agréable, puisque j'étais enfermée avec eux, puisque en fait on est vraiment plongé dans la tête de Jonathan. C'est Jonathan qui parle à la première personne du singulier. Donc c'est vrai qu'au début j'ai été un petit peu déstabilisée parce qu'on est dans le corps de Jonathan et on est nous-mêmes enfermés dans cette grotte. Donc c'était vraiment voilà, très très pesant. On a l'impression un peu d'être pris en otage. Moi ce que j'aime aussi dans les lectures, c'est ressentir des émotions fortes et être un petit peu bousculé. Alors des fois c'est pas toujours agréable, mais au moins tu ressens quelque chose. Et là vraiment j'ai vécu cette expérience avec eux, c'était épouvantable, mais voilà. En plus, je sais pas si ça a contribué ou pas à m'immerger un peu plus, mais je lisais ce livre en papier et je l'écoutais aussi en audio sur l'application Nextory. Du coup voilà, c'était vraiment une ambiance très particulière. Et on va aussi jouer sur la thématique de la folie. On ne sait plus qui croire, quoi croire, jusqu'à la fin qui est une fin à, j'ai envie de dire, pseudo-ouverte, où en fait Frank Tillet il aime bien ça, nous torturer, nous lecteurs, en nous faisant cogiter comme jamais. Et si vous aimez vraiment un livre qui ne laisse pas indifférent, qui fait vivre des émotions et où on doute beaucoup, n'hésitez pas à découvrir Vertige. Je poursuis avec un essai féministe que j'ai beaucoup aimé. Il s'agit de Le couple et l'argent, pourquoi les hommes sont plus riches que les femmes. C'est de Titu Lecoq et c'est publié aux éditions L'Iconoclaste. Alors moi j'aime beaucoup Titu Lecoq, je l'avais déjà lu avec Libéré, le combat féministe se gagne devant le panier de linge sale et qui traitait des tâches domestiques. Ici Titu Lecoq s'intéresse à l'argent, au côté financier. Et elle nous dit vraiment dans cet essai que connaître, savoir, c'est le plus important pour les femmes. Ce qui manque vraiment aux femmes, c'est de l'éducation financière, c'est des connaissances en ces sujets. C'est vrai que les femmes ne sont pas sociabilisées pour traiter les sujets de l'argent. Une femme qui parle d'argent, c'est toujours un peu tabou, elle est toujours un peu considérée comme quelqu'un de vénal, d'intéressé, enfin voilà. Donc c'est très difficile même pour les femmes d'aller négocier des salaires parce qu'elles n'ont pas été éduquées à vraiment aller chercher les choses. Connaître aussi tous les rouages du système qui creusent en fait les inégalités entre les hommes et les femmes au fil du temps. Dans ce livre, Titu Lecoq mêle des anecdotes personnelles puisqu'elle s'est fait une réflexion aussi par rapport à son propre couple. Alors un couple hétéro, c'est vrai que c'est valable dans toute forme de couple, mais on va dire que là elle se base vraiment sur le couple hétérosexuel puisque c'est ce qu'elle connaît elle. Et puis elle va aller aussi interroger des spécialistes, interroger des membres de sa famille, ses proches, pour savoir comment est-ce que ça se passe aussi, la question financière au sein de leur couple. Elle va aller chercher, faire des études un peu universitaires, académiques, voilà, aller creuser son travail un peu de journaliste. Et elle va mettre en scène aussi Gwendoline. Gwendoline qui est un personnage fictif mais qui va illustrer un petit peu tout le parcours de vie d'une femme un peu lambda. Donc Gwendoline qui, quand elle est petite, va recevoir un peu moins d'argent de poche que son frère. Puis après elle va découvrir la taxe rose avec quand elle va commencer à s'épiler, quand elle va commencer à avoir ses règles, etc. Elle va découvrir ce que c'est que la taxe rose. Elle va commencer à se mettre en couple avec Richard. Elle va avoir des enfants, se mettre à temps partiel pour s'en occuper, s'occuper beaucoup plus du foyer que son mari. Du coup perdre aussi en promotion, elle va être moins bien payée, elle va être peut-être un peu plus placardisée que son mari, continue à faire ce travail domestique gratuitement. Et quand vient l'heure du divorce, évidemment, que dire j'ai fait du ménage ou j'ai payé les courses,
bah, ça pèse pas bien lourd quand ton mari te dit bah, moi j'ai payé les 3/4 de la maison, la voiture, voilà. Il y a aussi tout ce qui est le sujet de l'aidance, puisque les femmes ont plus tendance à s'occuper de leurs parents âgés ou malades que les hommes. Et puis enfin le sujet de la retraite, un sujet éminemment d'actualité où les femmes gagnent beaucoup moins que les hommes, ben, de par tout ce parcours un petit peu assuré et ben, ces promotions manquées quelque part, le temps partiel, etc., etc. Donc vraiment à travers tout ce parcours, on voit comment les inégalités se creusent petit à petit de manière presque invisible et systémique au fil du temps entre les hommes et les femmes. J'ai beaucoup aimé le propos parce que c'est jamais moralisateur, c'est toujours très très bienveillant. Et en plus parfois c'est un petit peu drôle. Alors évidemment faut savoir que ce livre est basé à la base sur un podcast que Titu Lecoq a fait, ça s'appelle Rends l'argent. Moi je l'avais écouté, j'avais beaucoup aimé, puisqu'on entend les voix des gens qu'elle va interviewer. Donc voilà, si vous voulez le lire, vous pouvez, et puis si vous voulez écouter le podcast, c'est à peu près la même chose, même si le livre, il y a un petit plus, on va dire, il y a un peu plus de choses dans le bouquin que dans le podcast, mais les deux sont assez similaires. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est que Titu Lecoq propose aussi des solutions pratiques et faciles à mettre en place, ne serait-ce que déjà en discuter au sein du couple, savoir voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire les inégalités. Et ce qui est aussi conseillé par le média féministe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Plan Cash. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter Plan Cash qui parle d'argent aux femmes. Je vous mettrai les liens en barre d'infos si j'y pense. Le premier conseil, c'est vraiment de ne pas dépenser de manière 50-50, parce que le féminisme voudrait dire que la femme travaille au même titre que l'homme et que du coup il faut qu'elle partage les dépenses. Or, en général dans les couples hétéros, c'est l'homme qui gagne plus que la femme, et donc du coup la manière la plus équitable de répartir les choses, ce n'est pas de faire moite-moite, mais c'est de faire au prorata du revenu de chacun. Donc ça c'est vraiment le premier conseil. Et puis il y a d'autres choses comme investir plus dans le patrimoine, dans quelque chose de tangible plutôt que dans les courses du quotidien qui sont elles périssables et volatiles. Voilà, il y a plein de petits conseils et astuces et voilà. Donc n'hésitez pas à découvrir, c'était hyper enrichissant. J'espère que vous êtes toujours là, puisque ce bilan lecture est un peu long, mais je vais continuer toujours avec un essai féministe, mais cette fois-ci on va parler des grandes femmes de l'histoire avec un grand H. Donc c'est Les Précurseuses de Justine de France, 18 histoires de femmes qui n'avaient pas froid aux yeux. C'est aux éditions Nouveau Monde, donc c'est un service presse que j'ai reçu de la part de la maison d'édition que je remercie. C'est un bel objet qui est très lourd, qui est un objet presque documentaire avec un papier glacé hyper beau. On a à chaque fois des petites illustrations comme ceci. Voilà. Donc vraiment c'est un objet qui se picore, hein, ça se lit pas d'une traite. C'est un peu dans la même veine que ce qu'avait fait Pénélope Bagieux avec ses culottés, ou Titu Lecoq aussi qui avait fait les grandes oubliées de l'histoire, etc. C'est un peu pour contrer l'effet Mathilda. L'effet Mathilda en fait c'est le fait que les femmes qui ont été pionnières, qui ont accompli des grandes choses dans l'histoire, ont eu cette fâcheuse tendance à se faire effacer par l'histoire avec un grand H, et notamment les hommes qui se sont attribués leur mérite. Et là en fait c'est une espèce de réintroduction de ces femmes par des femmes, hein, Pénélope Bagieux, Titu Lecoq et Justine de France aussi. Donc je trouve que c'est un pied de nez au patriarcat qui est assez fabuleux. C'est hyper symbolique, donc ça j'ai beaucoup aimé. C'est important je pense de connaître l'histoire de ces femmes. Alors il y en a, c'est par ordre chronologique, hein, il y en a beaucoup, donc 18, on commence avant notre ère. On est à 2000 avant Jésus-Christ, donc ça remonte quand même pas mal. Et puis on va terminer avec la dernière qui était une espionne durant la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, il y a quand même un gros écart de temps. Il y en a certaines que je connaissais déjà, d'autres que j'ai découvertes. Il y en a certaines que j'ai beaucoup appréciées connaître et d'autres moins qui étaient un peu casse-couilles, hein, notamment Christine de Suède. Je pense que si je l'avais rencontrée dans la vraie vie, elle m'aurait saoulée, vraiment, mais en tout cas c'est important de connaître ces femmes parce qu'on ne les voit jamais dans les cours d'histoire et c'est terrible. On vit vraiment dans une culture baignée par le patriarcat où on a les noms des grands hommes qui sont partout dans les manuels d'histoire, dans les cours, dans les rues même, les statues, les noms des rues, etc. Et voilà.
il manque les femmes. Alors certes, il y a Marie Curie, il y a Jeanne d'Arc, mais enfin, c'est pas les seuls, quoi. C'est un livre qui est hyper instructif, alors que moi, personnellement, je verrais beaucoup plus dans tout ce qui est bibliothèque universitaire ou médiathèque, parce que c'est quelque chose de très documenté, de très fouillé, de limite, j'ai envie de dire, académique, mais qui était fort intéressant. Et en plus, Justine de France met toujours une petite note d'humour aussi, une petite note légère d'humour où elle commente ce qu'elle dit, et en fait c'est assez drôle et assez frais. Moi j'ai été particulièrement touchée par l'histoire de Hatshepsut qui était donc la première pharaone. Moi je sais pas pourquoi, elle m'a particulièrement touchée, mais voilà, c'était cool et je vous le recommande. Je poursuis toujours sur une note d'humour, mais alors là, maintenant on va passer à de l'humour noir avec Des meurtres pour lâcher prise de Karsten Hughes. C'est publié aux éditions Cherche Midi, donc c'est un service presse et c'est le tome 2 des meurtres zen, donc cette saga que j'avais beaucoup aimé avec le tome 1 qui était des meurtres. C'était quoi? Des meurtres qui font du bien. Voilà, le premier tome c'était des meurtres qui font du bien, et donc on retrouve notre personnage principal Bjorn Diemel qui est avocat pour un gros parrain de la mafia. Évidemment, ça se passe pas toujours très bien, hein. Il y a beaucoup de meurtres, de magouilles, c'est un univers assez stressant. D'ailleurs, Bjorn n'est pas sans nous rappeler Saul Goodman, l'avocat dans Better Call Saul, qui était donc le spin-off de Breaking Bad. Il a vraiment ce côté-là qui est un peu attachant, c'est-à-dire qu'il est... on l'aime pas, mais on l'aime bien quand même, vous voyez. Ce qu'il y a d'hyper original avec cette saga, c'est qu'elle mêle à la fois cette violence de la mafia avec son désir à Bjorn de retrouver un bien-être intérieur, de s'axer vers le développement personnel, vers la méditation, la pleine conscience, etc. Et dans ce tome-ci, on va aborder la thématique de l'enfant intérieur. C'est une thématique qui, moi, m'a beaucoup plu, m'a beaucoup fait rire. Alors, je connaissais déjà ce précepte psychologique puisque je l'avais déjà vu dans la chaîne de Randa, l'audace d'être soi. Une chaîne YouTube que je vous recommande beaucoup, qui traite notamment des relations toxiques et de la manipulation psychologique. Là on est vraiment sur cette thématique de l'enfant intérieur, du jeune Bjorn quand il était enfant, qui a eu des bleus causés par ses parents qui lui ont dit non, qui lui ont dit tes désirs ne comptent pas, enfin pas de manière explicite mais voilà. Et en fait c'est pour ça que Bjorn réagit parfois de manière un petit peu impulsive, et donc il va essayer de travailler sur ça avec son coach de vie. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'à chaque début de chapitre, on a des petites citations, un peu de développement personnel qui sont parfois très utiles même pour le lecteur, j'ai envie de dire. À la fois c'est hyper cocasse, c'est hyper drôle, il y a un humour qui est très noir mais avec une finesse d'esprit que moi j'aime particulièrement. Voilà, c'est frais, c'est divertissant et en plus ça se lit super bien. Franchement, moi à chaque fois j'étais plongée dedans. Les chapitres sont pas très longs et ça se lit mais super facilement. Voilà, donc j'aime beaucoup. Et il paraît que le tome 3, donc il s'appellera Des meurtres pour retrouver son calme, sort en novembre. Donc voilà la couverture, et évidemment je me ferai un plaisir de lire ce tome 3. Bon, j'espère que vous n'entendez pas trop les travaux de mes voisins, mais bon, j'ai pas le choix, je suis obligée de filmer parce que sinon j'ai pas le temps. Donc je filme maintenant et tant pis si vous entendez un petit peu les travaux, mais j'espère que ça sera pas trop dérangeant. Je poursuis avec une grosse déception aussi, quand bien même c'est un service presse et je suis désolée, mais en même temps je suis pas désolée puisque je donne toujours mon avis sincère, même s'il s'agit des services presse, et je vous invite évidemment toujours à vous faire votre propre avis sur les livres. Néreide de Christophe Royer aux éditions Tornada. Donc, je remercie évidemment Tornada pour l'envoi, mais même si c'est un flop, pourquoi? Parce qu'on va être sur un thriller qui mêle des touches de fantastique. Alors thriller et fantastique en général, moi je trouve que c'est une thématique un petit peu casse-gueule, que c'est très difficile à le faire bien. Et là, pour moi, ça n'a pas fonctionné. On est avec la commandante de la PJ de Lyon, Nathalie Lesage. Alors, apparemment, c'est un tome 3 avec cette enquêtrice. Moi, j'avais pas lu les 2 premiers tomes, mais ça ne m'a pas empêché de lire celui-ci. Donc, Nathalie Lesage va recevoir un coup de fil de son ami, je ne sais plus comment il s'appelle. Comment il s'appelle Samir. Elle reçoit un coup de fil de son ami Samir,
qui apparemment sa petite sœur a disparu, elle est étudiante à Albi et elle ne donne plus signe de vie et du coup il est très inquiet. Il va lui demander en tant qu'ami de venir avec lui sur place à Albi pour enquêter, donc elle va sur place. Alors évidemment elle n'est pas détachée d'une manière officielle, elle enquête un petit peu en sous-marin accompagnée de Samir. En fait ils vont se rendre compte qu'il y a apparemment à Albi plusieurs disparitions au fil des ans de jeunes gens. Ce serait lié à une fameuse école de magie. Alors moi je me suis dit Harry Potter, Albi, machin, bon voilà. En plus ce qui est hyper important de savoir, c'est que l'école de magie c'est de la magie sexuelle. Ce qui n'est pas du tout mentionné dans la 4e de couverture, et autant vous dire que moi j'étais hyper sceptique. Voilà, donc j'ai pas du tout adhéré à cette hypothèse. Les personnages eux-mêmes n'y croient pas vraiment à cette école de magie, donc ça n'aide pas vraiment à s'immerger dans le récit. J'ai trouvé que c'était un livre qui restait beaucoup trop en surface. Ça manquait vraiment de profondeur aussi bien dans les personnages que dans les lieux. J'avais pas l'impression d'être vraiment immergée dans l'histoire, je suis restée vraiment sur le quai de la gare un petit peu en surface comme ça. Il fait 270 pages et j'ai mis 1 mois et demi à le lire, c'était vraiment pas bon signe. Je me suis attachée à aucun personnage, ce qui pouvait leur arriver m'était complètement égal. J'ai pas du tout apprécié le fait qu'ils avaient tous la même manière de parler, en fait tous les personnages parlaient de la même façon, de manière très vulgaire ou s'emportaient de manière très impulsive. Ils avaient des réactions que je ne comprenais pas. Et puis il y avait aussi certains clichés qui m'ont dérangée, notamment le sud-ouest de la France, Albi, alors c'est rugby, poète-poète, saucisson, bout du con, voilà. Donc moi qui viens de Toulouse, j'étais là, oui le sud-ouest c'est pas que ça quand même. Les deux gros bras un peu débiles, ancien rugbyman, le méchant un peu élégant qui caresse son chat limite. C'était vraiment un peu éculé comme cliché j'ai trouvé, donc voilà, j'ai pas adhéré. C'est pas grave, on peut pas tout aimer hein, dans la vie, c'est comme ça, et puis ce n'est que mon humble avis, peut-être que vous pouvez aimer ce livre, donc voilà, je vous invite à vous faire votre propre opinion. Et enfin, je termine avec le dernier livre, qui est donc un tome 7, donc je vais quand même vite passer, c'est Meurtre et Cheesecake aux cerises de Joanne Fluke, donc c'est les enquêtes d'Anna Swanson aux éditions Cherche Midi. C'est un service presse également, je le précise parce que maintenant, Bruno Le Maire nous a fait un caca nerveux, enfin voilà, il essaye de recadrer un petit peu les influenceurs, donc je trouve que c'est très bien, mais dire publicité quand tu reçois un livre gratuit, moi personnellement je suis pas hyper fan. Dire c'est un service presse ok, mais c'est pas une pub, moi je paye pas mon loyer, mes factures avec des livres gratuits hein, donc je veux bien dire que c'est une collaboration, un partenariat rémunéré quand je suis rémunérée, ce qui n'arrive jamais en fait. Donc voilà, les livres gratuits ça ne sert pas à m'enrichir, hein, qu'on soit bien d'accord. Je vais pas me pointer chez NJ et dire tenez, allez tenez hop, je vous file ça en échange de mon électricité. Ça ne marche pas. J'ai pas tenté cela dit, mais je pense que ça ne marche pas. Bref, pour en revenir donc à Meurtre et Cheesecake aux cerises, donc on est dans la 7e, oui c'est ça, 7e enquête de Anna Swanson. On est toujours dans ce petit village de Lake Eden et cette fois-ci la ville va être un petit peu en émoi puisque un film va venir être tourné dans la ville et certains des habitants vont se prendre au jeu, vont se faire recruter pour être soit figurant, soit avoir un petit rôle dans ce film. Donc il y a l'univers d'Hollywood et du cinéma qui débarque à Lake Eden, évidemment ça va jaser, évidemment il va se passer des choses, bla bla bla. Un meurtre qui arrive assez tardivement, j'ai trouvé, dans ce récit, mais qui est quand même abordé de manière assez explicite. La scène du meurtre, enfin du meurtre, de mort, est abordée dans le prologue. Et elle n'arrive que à aller à 2/3 du bouquin. Donc, et le tiers restant, bah, c'est la résolution de l'enquête. Voilà, faut quand même le savoir. C'était pas une enquête qui restera gravée dans les annales de mon cerveau, mais j'ai passé un bon moment et c'est ce qui compte le plus avec cette saga, c'est que j'aime retrouver l'univers de ce cosy mystery gourmand, les personnages que j'ai appris à connaître et à côtoyer au fil des tomes. J'ai l'impression que c'est un peu mes amis, de retrouver ces lieux que je connais bien, ces doudous, ces chouchous, voilà.
c'est pas prise de tête. Des fois entre deux pavés de thriller un peu sombre, ça fait toujours du bien de poser un petit peu son cerveau et d'apprécier une lecture comme ça qui est divertissante, rafraîchissante, qui se lit très bien, qui se lit tout seul. Parfois aussi, même si on n'a pas lu de gros pavés avant, la vie fait que on a le cerveau encombré par mille et une choses de notre quotidien, de notre vie personnelle, des problèmes au travail, du stress, des périodes de rush, etc. Et ça, c'est vraiment le remède idéal, j'ai envie de dire, dans ces périodes-là. Je sais que je vais toujours passer un bon moment de lecture, même si voilà, ça casse pas trois briques à un canard, que c'est bourré de clichés. Et que, bon là j'avoue que le triangle amoureux entre Mike, Norman et Anna commence un petit peu à lasser. Mais dans ce tome-ci, il y a une quatrième corde à ce triangle amoureux qui va arriver, puisque Ross, un ancien camarade d'université de Anna, qui est réalisateur, producteur, je sais plus, dans ce film, va débarquer à Lake Eden et évidemment les deux côtés du triangle vont commencer un petit peu à le jalouser. Mais voilà, c'était sympathique, divertissant, c'est tout ce qui compte. Voilà, c'en est tout pour ce bilan lecture. J'espère qu'il n'aura pas été trop long. J'espère que vous êtes toujours là. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à mettre un petit emoji, je sais pas, un petit emoji soleil, puisque l'été arrive. N'hésitez pas évidemment à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu et à vous abonner si c'est toujours pas fait. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite bien évidemment de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao!